Benjamin Haddad, bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous allons revenir sur l'émission de télévision hier du président de la République consacrée aux difficultés des Français actuellement. Un mot quand même sur ce qui s'est passé à ce moment-là à l'Assemblée, vous y étiez. La première ministre a dégainé, comme on dit, le 49.3 pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Brutalité, dit l'opposition. Ah non, c'est la seule issue inéluctable et responsable à ces débats, puisque Pourquoi ? Toutes les oppositions liguées nous ont expliqué avant même que les textes budgétaires soient déposés, que ce soit le budget ou le budget de la sécurité sociale, qu'ils voteraient contre. Et donc, à ce moment-là, on voit des alliances contre nature, un peu baroques, comme a dit le président de la République, qui votent parfois la droite nous reprochant l'explosion des dépenses publiques, la gauche parlant d'austérité, donc tout ça n'est pas très sérieux. Donc, à un moment, effectivement, la Constitution prévoit que le gouvernement peut utiliser le 49.3. La France a besoin d'un budget, a besoin de financer ses services publics, a besoin d'une trajectoire financière, elle a des obligations européennes aussi, donc c'est notre responsabilité. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas débattre encore quelques jours parce que ça permet d'aller au fond sur certains amendements ? On peut débattre plus longtemps, mais vous savez, moi je constate souvent que ces débats sont surtout le lieu d'énormément de démagogie, de populisme de la part d'opposition qui en profitent pour faire exploser les dépenses publiques. On a vu des amendements qui rajoutent des milliards et des milliards aux dépenses publiques. Je crois qu'à un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités. Hier, le président de la République a justement dénoncé ces alliances d'opposition contre nature. Il a notamment expliqué que LFI, la NUPES et le RN se retrouvant sur une même motion de censure, c'était le cynisme et le désordre. Pourquoi le président de la République déclenche une telle offensive ? Mais il a raison, il faut le dénoncer. Mais c'est ce qu'on voit depuis le début dans ce quinquennat. On voit la violence des attaques de Jean-Luc Mélenchon, on voit les invectives à l'Assemblée nationale. Déjà, avec la première motion de censure cet été, on sait que les Insoumis l'avaient rédigée de sorte à ce que le RN puisse la voter. Ça a été encore une fois le cas là, on a entendu les Insoumis se réjouir de voir leur Rassemblement national les rejoindre. Et ce que je trouve très dangereux dans cette affaire, c'est que la France insoumise est en train de faire la courte échelle au Rassemblement national, qu'ils rendent respectable. Il suffit pour le RN d'arriver avec des cravates et de parler un petit peu moins fort et qu'on dise « Ah, ils sont devenus constructifs et responsables ». Alors quand on gratte, on voit que c'est le même discours sur l'Europe, le même discours sur la préférence nationale, sur les immigrés. Donc tout ça est extrêmement dangereux Dans pour cette notre pays. alliance de circonstances autour d'une motion de censure, c'est le RN qui tire les marrons du feu. Moi, j'en ai peur. J'ai peur effectivement que le comportement de la France insoumise et de la NUPES tende à légitimer, en tout cas c'est bien la stratégie de Marine Le Pen, donc ça il faut aussi le combattre. Alors le président a utilisé un argument étrange. LFI se met main dans la main avec le Rassemblement national alors qu'il y a la guerre en Europe. Mais quel rapport entre la guerre en Europe et cette convergence sur une motion de censure ? Mais c'est exactement ça, parce que la France n'est pas une île. On est dans un contexte effectivement de guerre en Europe qui nous impose d'être unis, qui nous impose aussi des choix budgétaires, une inflation qui touche tous les pays européens, parce que quand on écoute Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, parfois on a l'impression que la France serait le seul pays touché par cette augmentation des prix de l'énergie. C'est l'inverse, puisque grâce au bouclier tarifaire et aux mesures pour protéger le pouvoir d'achat des Français, on est aujourd'hui le pays qui a l'inflation la plus faible en Europe. On a ces contraintes que nous n'avons pas choisies. Je rajouterais même que le président de la République a essayé d'empêcher cette guerre. Rappelez-vous le rôle diplomatique qu'il a joué entre l'Ukraine et la Russie. Vladimir Poutine a choisi l'agression. On a effectivement un contexte qui nous impose d'être responsables avec notre comportement politique et nos dépenses publiques. Et ça oblige les oppositions en quelque sorte, autant que le gouvernement. Ça oblige en tout cas à une forme de responsabilité, à une forme de retenue, plutôt que ce type d'exercice un peu de cirque qu'on peut voir à l'Assemblée nationale et dans la classe politique. Alors la NUPES est furieuse évidemment ce matin, Olivier Faure se dit écœuré, l'ambiance va donc encore se tendre. Comment éviter une dissolution avant la fin du quinquennat ? Comment vous, parlementaires, vous pouvez tenir entre les séances interminables que vous avez et cette ambiance électrique ? Moi, j'ai toujours cru que cette élection, ce contexte politique de majorité relative à l'Assemblée nationale, c'est une opportunité pour le pays. Et il faut le voir comme ça. Il faut la saisir pour revitaliser notre vie démocratique, pour instaurer une culture de compromis, de négociation à l'Assemblée nationale. Avec moins de textes aussi, peut-être. Ah oui, avec moins de textes, avec peut-être des textes plus courts, des objets politiques plus clairs. Pourquoi ? Il suffit de regarder autour de nous. Il y a 19 pays sur 27 en Europe qui ont des majorités relatives à l'Assemblée nationale. Et ils s'en portent très bien. Parfois, vous avez un gouvernement qui fonctionne en majorité relative et qui négocie texte par texte. Parfois, vous avez des gouvernements de coalition. C'est le cas évidemment en Allemagne, en Italie et ailleurs. Donc, nous, on l'a dit depuis le début, on est prêt à élargir notre majorité
à faire des compromis avec les oppositions républicaines modérées, de centre-gauche, de centre-droit. C'est ce que nous avons su faire avec le texte sur le pouvoir d'achat cet été, avec l'assurance chômage récemment, et c'est ce que nous continuerons à faire dans les prochains mois avec des textes importants qui viennent, dont le président a parlé hier. Sécurité intérieure, immigration. Exactement, sécurité intérieure, immigration, retraite, et les autres textes qui seront fondamentaux pour atteindre le plein emploi dans notre pays. Alors le président est allé très loin dans la direction de cette nouvelle alliance, en quelque sorte. Il appelle le groupe LIOT, Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires, et le groupe LR à de telles alliances. À l'Assemblée, est-ce que vous trouvez ces députés, notamment les députés LR, disponibles, prêts à vous rejoindre? En tout cas, moi j'ai constaté qu'on a su travailler avec eux cet été. On l'a fait aussi sur l'assurance chômage. Parfois, c'est des négociations qui sont difficiles. On a vu des amendements qui ont été retenus. Mais en tout cas, ils ont effectivement fait preuve de responsabilité. Et ça n'empêche pas d'avoir chacun son identité politique propre et de se rejoindre sur cette base. Vous ne craignez pas Je regrette que ça n'a pas été le cas sur le budget, parce que là, je pense qu'on est resté sur des postures qui précèdent en fait la situation dans laquelle on est. Les Français veulent qu'on travaille ensemble. Et là, je pense que considérer que voter un budget, a priori, c'est forcément donner un blanc-seing ou un vote de confiance au gouvernement, sans même voir l'état de la négociation, de la construction du texte à l'Assemblée, ça, j'ai trouvé ça regrettable. Et vous ne craignez pas que les députés LR fassent une sorte de chantage, c'est-à-dire pour faire passer vos textes, vous devrez les convertir complètement à leur programme? Non, puisque de toute façon, ça n'a pas été le cas. On voit, il y a un gouvernement qui est une majorité. Nous sommes en tête à l'Assemblée nationale, on a une majorité relative. Les textes qui sont passés sont les textes que notre majorité avait proposés, que ce soit la réforme de l'assurance chômage qui s'inscrit dans une trajectoire de revalorisation du travail, avec ce qu'on va faire sur le RSA, sur la réforme du lycée professionnel, le soutien à l'apprentissage. Donc le tempo, le rythme, je dirais la philosophie qui a déroulé hier le président de la République, c'est celle qui a toujours été au cœur de notre famille politique et de notre campagne présidentielle. Pareil pour la réforme des retraites. Pour autant, je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'opportunités pour trouver des convergences. Prenez cette question de la réforme des retraites. Ça fait des années qu'LR propose dans ses programmes le prolongement de la durée légale du travail pour travailler plus longtemps, pour pouvoir financer, préserver, mais aussi réformer notre système de retraite. Là, je pense qu'effectivement, ce serait surprenant de voir la droite aujourd'hui s'y opposer alors qu'elle a fait campagne dessus depuis des années. Le président de la République a ouvert la porte hier à deux possibilités, soit 65 ans, et là en effet LR va sourire, soit 64 ans seulement avec plus de trimestres. Ça peut plaire à certains syndicats. On l'a dit, on fera des concertations et des négociations, à la fois avec des partis politiques, mais aussi avec les syndicats. Pour prendre la moins mauvaise des solutions, la plus acceptable. La trajectoire, en tout cas, est claire. Il faudra travailler plus longtemps pour financer notre système de retraite par répartition. Pourquoi ? On a un système aujourd'hui qui est généreux, mais on vit plus longtemps. Il suffit de regarder ce qu'ont fait tous nos voisins européens. Ils travaillent tous plus longtemps, mais aussi pour pouvoir le réformer, pour pouvoir prendre en considération la pénibilité, les carrières longues, les carrières hachées, les inégalités entre les femmes et les hommes. Mais pour cela, encore une fois, il faut dire la vérité. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pendant la campagne présidentielle. Vous savez, moi je le dis souvent, je me rappelle quand même de pas mal de candidats à des élections présidentielles qui faisaient des promesses très populistes ou démagogiques. Là, on a dit qu'on ferait la réforme des retraites, ce qui donne maintenant une légitimité aussi pour la faire dans ce quinquennat. Le président veut aussi continuer à protéger les Français contre l'inflation, notamment les entreprises. Il veut amortir le choc énergétique. Comment on va faire ? On attend le mode d'emploi. Alors, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire, à la fois pour les Français. Vous le savez, il y a eu le bouclier tarifaire dès la fin 2021 et qu'on prolonge pour limiter l'augmentation à 15% pour les ménages des prix de l'énergie. Ce serait le double si on ne faisait pas ça. Et c'est d'ailleurs le cas chez certains de nos voisins européens, où c'était le cas aussi au Royaume-Uni. On aura des aides ciblées pour les entreprises. Alors, Bruno Le Maire a déjà dit que l'État se porterait garant des renouvellements de contrats avec les énergéticiens des entreprises. Il y aura aussi des aides ciblées, c'est ce qu'a annoncé le président de la République hier. En tout cas, on fera tout effectivement pour protéger nos concitoyens et nos entreprises contre l'augmentation des prix de l'énergie. Les gros rouleurs devraient bénéficier d'une aide spécifique, mais comment on va les distinguer, les gros rouleurs ? Tout le monde va se déclarer gros rouleur en trichant un peu. Alors vous savez, c'était déjà en fait un débat qu'on a eu cet été sur le texte pouvoir d'achat. Vous avez renoncé parce que c'était trop compliqué. Non, c'était dans le cadre d'une négociation avec LR qui préférait continuer la ristourne à la pompe. Et en plus de ça, Total s'était engagé une ristourne supplémentaire, donc on avait des ristournes de 50 centimes. Nous, on considère qu'à un moment, il faut être capable de distinguer, de faire des aides plus ciblées
pour les ménages qui en ont besoin, les gros rouleurs qui roulent pour des raisons professionnelles notamment, et qui sont les plus démunis. Donc là, il y aura des critères en fonction, alors c'est ce qu'on avait décidé à l'époque, en fonction du nombre d'enfants, en fonction du revenu. Bercy aura un site très clair, en fait, selon le type d'aide dont vous pouvez disposer. Là, c'est notre objectif. Les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Le président veut des résultats. Il voudrait même arriver le plus près possible de 100% de reconduite à la frontière. Mais il n'a pas la solution, il n'a pas la méthode. Sur les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français, clairement, on a vu les chiffres augmenter cette dernière année, mais il faut aller plus loin. Je crois que ça interpelle beaucoup de nos concitoyens. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, on constate en France qu'on a des procédures de recours qui sont très longues. On a beaucoup de procédures. Donc, l'objectif de Gérald Darmanin, avec le texte Asile et Immigration qu'on va examiner au début de l'année 2023, ce sera de réduire le temps de recours, de faire en sorte que l'OQTF soit donné dès le premier asile débouté. Ça, je dirais que c'est en amont. Donc, mettre plus de moyens à la fois pour simplifier la procédure, mais aussi pour avoir, par exemple, plus de centres de rétention administratifs pour pouvoir expulser, notamment cibler ceux qu'on veut expulser, hein, les délinquants notamment, ceux qui viennent pour travailler, pour respecter les lois du pays, pour s'intégrer. Là, on peut faciliter l'intégration, mais en revanche, effectivement, si vous ne respectez pas... Encore faut-il que les pays les reprennent. Alors absolument. Et après, il y a en aval la question des pays. Là, on a vu beaucoup de progrès. Donc, il faut que les pays, notamment les pays d'Afrique du Nord, donnent des laissez-passer. Jusqu'à l'an dernier, on avait certains pays comme l'Algérie ou le Maroc qui étaient très, très en deçà. Ça s'arrange. Ça s'arrange puisque le président de la République, vous le savez, au début de l'année, a limité considérablement les visas qui étaient donnés à ces pays. Là, on est revenu sur le nombre de visas habituels avec la Tunisie. On a augmenté avec l'Algérie parce qu'on a vu des progrès dans ces laissez-passer. Et on peut redurcir si ça se dérègle. Le Rassemblement national est très simple, lui. 0 visa s'ils ne reprennent pas tous leurs ressortissants. Ah mais le Rassemblement national, de toute façon, c'est 0 visa tout court. Le Rassemblement national, il a un discours depuis 30 ans de fermeture absolue, mais tous les étrangers dans le même sac, et ils refusent l'immigration. Nous, on est pour une immigration de droit et de devoir. Vous venez respecter les règles, vous venez travailler, et là, on vous aidera. En revanche, si vous êtes délinquant, si vous ne respectez pas les règles, on vous expulsera. Et on ne reculera pas devant le bras de fer avec les pays qui reçoivent. Un mot de la guerre en Ukraine. Vous êtes spécialiste des relations internationales. On a vu la Russie hier faire des manœuvres nucléaires. Est-ce qu'il faut avoir peur ? Quand la Russie parle de nucléaire ou fait ce type de manœuvre, il faut jamais oublier que c'est avant tout une communication. Et c'est une communication vis-à-vis des Ukrainiens, mais aussi vis-à-vis de nous. L'OTAN a fait des manœuvres, lui aussi, il y a quelques jours. Oui, mais vous entendrez... D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que depuis le début de ce conflit, on entend les menaces de Vladimir Poutine. Vous voyez bien, en revanche, la retenue et la modération des propos des dirigeants occidentaux. C'est comme ça qu'il faut parler de dissuasion. Mais Vladimir Poutine, je crois, dans les prochains mois, alors qu'on arrive vers l'hiver, va tenter de nous diviser, va tenter de nous intimider, de nous affaiblir. Il va aussi espérer que l'augmentation des prix de l'énergie peut-être pousse les opinions publiques européennes à se lasser. Donc il faut tenir bon. Et l'agitation irresponsable du nucléaire fait partie de cette tentative d'intimidation. Il faut tenir. Benjamin Haddad, merci et bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité sera Sandro Gozzi, député européen Renaissance. Radio J, retrouvez